Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Audrey Hervé, je suis la présidente de la Ligue universelle pour la nature et les animaux. Mais je voulais faire une vidéo pour réagir en fait à la publication du manifeste pour la condition animale qui a été publié par les 26 associations suite au travail qui a été fait à l'Assemblée nationale. Pourquoi une vidéo? Parce que déjà par manque de temps et pour faire tout un texte qui aurait été assez long et imbuvable, et parce que je pense qu'une vidéo c'est peut-être plus facile à comprendre qu'un texte, parce qu'il y aura le ton et on ne risquera pas de déformer mes propos ou de les interpréter. Je vais me baser un petit peu sur mes notes parce que je ne suis pas une oratrice professionnelle et je m'excuse par avance de la qualité de cette vidéo puisque je n'ai pas non plus de matériel professionnel pour ce faire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sera pas mal prise parce que je souhaite simplement exprimer mon avis personnel et l'avis de l'association surtout. Et comme on nous rebat les oreilles avec la tolérance et la liberté d'expression, je pense qu'on a donc nous aussi le droit d'exprimer notre avis. Et avis qui n'est absolument pas dirigé vers une association en particulier ou ni destiné à détruire quoi que ce soit, simplement à donner notre opinion, réaffirmer nos positions de façon claire par rapport à ce manifeste et expliquer un petit peu dans quel contexte il a été créé et en quoi en fait on conteste sur ce manifeste. En août 2016, en fait, on a fait un sauvetage sur La Rochelle de 38 chats, dont certains ont peut-être entendu parler. Et ça nous a rappelé qu'en fait c'est bien de faire des sauvetages, de sortir des animaux, mais que pendant ce temps-là, on ne travaille pas sur le fond, c'est-à-dire la stérilisation ou en ce qui concerne les animaux de compagnie, et que c'était important. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on crée quelque chose où on puisse mettre toutes les idées qui concernent la protection animale, ou même la libération animale, je dirais plutôt, dans un même document et qui serait le fruit d'un travail de militants qui soient dans le même état d'esprit que nous, c'est-à-dire abolitionnistes. Et donc on a décidé de créer un groupe Facebook où on mettrait un petit peu toutes nos idées, on commencerait à travailler sur ce projet. Et la destination de ce projet, c'était de présenter ce dossier qu'on comptait appeler manifeste aussi, mais du coup on va l'appeler autrement, aux politiques et leur demander de signer ce manifeste et de s'engager par écrit à mettre en œuvre toutes les demandes qu'on présentait dans ce dossier en cas d'élection à la présidentielle. Notamment, c'était destiné à ça. Donc on a créé ce groupe et il se trouve que quand j'ai donc ajouté les personnes en qui j'avais confiance, j'ai ajouté le président d'une des 26 ou 27 associations qui ont fait ce manifeste. Et donc quand je lui ai parlé du projet, il m'a un petit peu rigolé au nez en me disant ma cocotte, ça fait 8 mois, donc depuis le mois de janvier, qu'on travaille à l'Assemblée nationale avec plusieurs associations et c'est justement un manifeste qu'on veut créer. Et donc en gros, tu es en train de proposer le travail qu'on est en train de faire. Donc évidemment, je me suis sentie un petit peu idiote, mais j'ai vu très vite qu'aucun des membres ou associations qui étaient présents dans le groupe n'était au courant de la création de ce manifeste. Donc je me suis dit que finalement, c'est juste qu'on n'en avait pas été informé. Donc voilà. Donc on s'est dit que plutôt que de refaire un travail qui était en train d'être fait, on allait attendre la publication de ce manifeste pour voir s'il nous convenait par rapport aux propositions et y ajouter peut-être quelques éléments où on pensait faire comme ça. Il se trouve que le manifeste a été publié hier et que en fait il est très loin de satisfaire nos attentes et surtout, beaucoup plus important, l'attente des animaux. Donc je vais peut-être pas me faire des amis en faisant cette vidéo, mais c'est pas très grave en fait, puisque mon but c'est pas de me faire des amis, c'est bien de mettre un terme à l'esclavage animal, enfin d'essayer en tout cas évidemment. Tant pis si ça plaît pas, je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec moi. Le but c'est pas de savoir qui est d'accord, qui n'est pas d'accord, c'est simplement
de réexprimer notre position, la position de l'association, de façon claire. Donc je vais reprendre en fait une par une les mesures qui sont contenues dans ce manifeste. Il y en a 30, oui 30 seulement. Et je vais, à chaque proposition, je vais peut-être faire un commentaire sur ce qu'on en pense et sur notre avis. Donc la première proposition, donc le premier chapitre, c'est les animaux d'élevage. Donc la première proposition est la suivante. Donc favoriser le plein air et interdire les cages ainsi que les conditions d'élevage incompatibles avec les besoins des animaux. Donc là, notre avis, c'est que c'est une mesure très floue, déjà. Et il y a un autre problème qui se pose, c'est la définition de leurs besoins, qui va être subjective parce qu'elle va en fait dépendre systématiquement de l'utilité qu'on prête aux animaux. Et on va donc revenir à la notion d'utilité. Et c'est exactement ce qu'on combat en fait, que les animaux soient des objets. Donc on ne peut pas à la fois lutter contre ça et y participer en définissant la façon dont on les traite selon leur fonction en fait. Les vrais besoins des animaux, ils ont besoin d'être libérés. Je pense que c'est assez, ça résume à peu près tout. Donc voilà. La deuxième mesure proposée dans ce manifeste pour les animaux d'élevage, c'est de mettre fin aux pratiques d'élevage douloureuses, donc entre parenthèses, castration à vif, écornage, gavage, etc. Donc, alors ça, c'est juste le minimum. Et en fait, c'est surtout déjà être effectif, puisque la loi prévoit déjà qu'on ne doit pas faire souffrir un animal inutilement, etc. Donc c'est déjà contenu dans la loi, et c'est déjà pas respecté. Donc pourquoi poursuivre si ça ne fonctionne pas? Et ensuite on occulte dans cette idée complètement la douleur psychologique, et c'est parfois peut-être la plus grande. Donc on peut parler par exemple de l'enfermement, de l'absence de lumière, de la séparation d'un veau et de sa mère par exemple. Et ça on l'occulte complètement. Donc évidemment qu'un éleveur ne va pas se dire le besoin d'un veau c'est d'être avec sa mère, donc je vais respecter son besoin et je ne vais pas le séparer. Il ne va pas le faire parce qu'il gagne de l'argent en séparant le veau de sa mère, donc c'est contradictoire avec ce qu'il fait, donc ça ne marche pas. Troisième mesure, limiter la durée des transports d'animaux vivants et mettre un terme à leur exploitation hors de l'Union européenne. Alors déjà, quelle est la limite en termes de temps? 10 heures, 20 heures, voilà. Secondo, l'Union européenne c'est immense, donc même si c'est à l'intérieur de l'Union européenne, 2000 km c'est déjà un supplice pour un animal. Et donc c'est une souffrance. Et troisième point, donc on considère avec ce genre de mesures qu'il est acceptable de transporter un animal pendant 4 heures, par exemple, alors que selon les conditions, selon le temps, selon le véhicule dans lequel il est transporté, selon la façon dont on conduit, ça peut être une souffrance ignoble. Et que donc par exemple un veau qui est transporté dans un camion à étage, donc sans sa mère, qui est sur une autoroute avec le bruit des voitures, et voilà, on considère que c'est acceptable alors que c'est tout simplement inacceptable. Quatrième mesure, renforcer la protection des animaux à l'abattoir et rendre systématique l'étourdissement avant toute mise à mort. Donc là, je crois qu'il y a un point où tout le monde va être d'accord. Je ne comprends même pas comment on peut mettre protection et abattoir dans la même phrase. Là c'est juste incompréhensible. Donc, et pourtant, je sais qu'il y a il y a plusieurs associations assez radicales parmi les 27, et je ne comprends même pas donc qu'on puisse... C'est presque un outrage aux animaux de parler de protection à côté en parlant des abattoirs. Enfin, c'est un outrage aux animaux. Le deuxième point à soulever, c'est que l'étourdissement, il est déjà obligatoire et que c'est le fruit d'un combat de plusieurs décennies de Brigitte Bardot. Et donc c'est déjà obligatoire et c'est pas respecté. Donc pourquoi persévérer dans cette optique de se dire on demande l'étourdissement des animaux à l'abattoir alors que c'est déjà censé être obligatoire, que ça fonctionne pas et on persiste. Donc, et surtout tout simplement, c'est le dernier point,
le fait de dire l'animal a été égorgé mais il a été étourdi avant, et ben, c'est clairement du welfarisme, et en tout cas c'est pas, ça peut être une idée, une façon de militer, mais c'est clairement pas la nôtre. Et parce qu'on considère simplement que même étourdi, même sur du Vivaldi, même avec des... Si on lui raconte une histoire avant, on n'a pas le droit de décider de la vie d'un animal, que ce soit une vache, un chien, voilà, un serpent. On n'a pas ce droit-là. Et ça, on l'assume clairement. Et il faut vraiment pas avoir honte de le penser, ni même de le dire. Voilà, donc cinquième mesure, faire évoluer les politiques alimentaires et agricoles par une meilleure prise en compte des animaux et de leur bien-être, étiquetage des modes d'élevage et d'abattage alternatives végétales, conditionner la signature de traités de libre-échange à l'adoption de clauses en faveur de la protection animale. Donc, bien-être, protection animale, c'est par définition incompatible avec l'élevage. Donc, les zoos ou les cirques ou l'expérimentation animale. Donc, si c'est incompatible, on sait pertinemment que ce genre de mesure, c'est de la poudre aux yeux et c'est juste destiné à se dire, voilà, on a fait avancer, on a fait un petit pas, voilà. Mais pour les animaux, concrètement, ça ne changera rien. Donc, cette mesure, bah, on ne peut pas non plus être d'accord avec ça en tant qu'association abolitionniste. Donc, sur les animaux d'élevage, pour faire le point, bah, il n'y a aucun des 5 points qui puissent nous satisfaire. Il y en a même qui nous choquent très clairement. Voilà, donc ensuite vient le point de l'expérimentation animale. Donc mesure numéro 6, remplacer la terminologie de méthode alternative par celle de remplacement qui n'implique aucun animal vivant ou tué à cette fin. Donc là ma question c'est en quoi la sémantique et les mots qu'on utilise va avoir une influence concrète sur les conditions de vie des animaux. Aucune. Enfin, qu'on change de terme, ça va pas faire en sorte qu'ils souffrent moins quand on leur plante des électrodes dans le cerveau. Donc voilà. Alors les points 7, 8 et 9, je vais les traiter ensemble parce que pour moi c'était à inclure dans un seul point. Enfin ça se ressemble quand même pas mal et ça concerne les mêmes points. Donc je vais les traiter ensemble. Alors le point numéro 7, créer une autorité administrative indépendante dédiée au développement et à la promotion des méthodes de remplacement. Point numéro 8, lancer un plan national des méthodes de remplacement. Point numéro 9, mettre en place des comités d'éthique d'établissements véritablement indépendants. Donc pour moi, il n'y a pas d'abolition de l'expérimentation animale. Et là, on parle quand même d'une des tortures qui sont les plus criantes. Donc on ne peut pas ne pas parler d'abolition dans ce paragraphe. Donc le point 7, 8 et 9 nous satisferont pas, en tout cas nous, parce qu'on ne parle pas d'abolition et que l'expérimentation animale, il n'y a pas 36 optiques. Pour nous, c'est l'abolition pure et simple de l'expérimentation animale. Le point numéro 10, donc toujours sur l'expérimentation animale, instituer des sanctions pénales effectives et dissuasives. Alors, des sanctions pour quelle infraction déjà, parce que là je ne vois pas. Si l'expérimentation animale n'est pas abolie, elle est donc légale, et si elle est légale, il ne peut pas y avoir de sanctions. Ça ne fonctionne pas. Donc nos demandes, c'est clairement l'abolition pure et simple de cette pratique par définition barbare, avec ce qui va avec, c'est-à-dire l'interdiction des animaux, l'interdiction des élevages d'animaux destinés au laboratoire, l'interdiction de l'importation, l'interdiction de la vente de produits testés sur les animaux. Ensuite, on arrive au paragraphe sur les divertissements et les spectacles. Alors le point numéro 11, interdire la capture des animaux sauvages dans leur milieu naturel et leur importation sur les territoires à des fins de divertissement. Donc on interdit la capture des animaux sauvages, mais on n'interdit pas leur reproduction, donc l'exploitation continue. C'est-à-dire que les animaux sauvages, on peut continuer à les faire se reproduire pour les utiliser sans que ça pose de problème à personne. Donc là, on ne peut pas être d'accord. Point numéro 12, mettre un terme à la présence et à l'utilisation d'animaux sauvages et domestiques dans les établissements et spectacles itinérants ou fixes. Donc là, on est tout à fait d'accord avec cette mesure. Il faut juste peut-être assumer, et c'est souvent ça le problème, de parler d'abolition de présence des animaux dans les établissements de spectacle.
Mais bon, on pourrait considérer que ça c'est un détail, donc on est plutôt pour cette mesure. Alors la mesure numéro 13, donc mettre fin dans les zoos et les delphinariums au programme d'échange, d'élevage et de reproduction à des fins commerciales, de divertissement, de pédagogie ou d'études scientifiques. Donc là on parle de mettre fin donc, au programme d'échange, d'élevage et de reproduction. Et donc on ne parle pas d'abolir les divertissements avec les animaux qui sont absolument pas une question de survie. Donc on ne parle pas d'abolir, on parle juste d'arrêter de les reproduire, enfin de les faire se reproduire, de les échanger ou de les élever. Et donc là on ne peut pas être d'accord puisque clairement on est pour l'abolition des cirques, des delphinariums et des zoos, puisque ce sont que des activités qui prennent les animaux pour des esclaves. Donc voilà. Point numéro 14, donc abolir les corridas et les combats de coqs. Donc évidemment qu'on est pour ce point-là. Et c'est la seule fois où il y a le mot abolir dans le manifeste, donc on est plutôt content. C'est bien, mais par contre, c'est une évidence. Enfin, la corrida, ça fait partie des sujets sur lesquels je pense tout le monde sera d'accord parce qu'on ne peut pas aménager la corrida, on l'abolit, point final. En revanche, on ne parle pas des combats de chiens, on ne parle pas de la zoophilie et de toutes les barbaries aussi abjectes que la corrida, on n'en parle pas. Donc on parle des combats de coqs et de la corrida simplement, on ne parle pas des autres barbaries dans le même style. C'est peut-être juste la petite réserve qu'on émettrait sur ce point. Sinon, on est évidemment d'accord pour l'abolition de la corrida et des combats de coqs, et c'est évidemment ce qu'on prône. Point numéro 15. Imposer un code de bonne conduite dans les eaux territoriales françaises pour mettre les cétacés libres à l'abri des perturbations induites par l'observation touristique. Comment dire? Alors, un code de bonne conduite. Donc, il y a des lois qui existent aujourd'hui qui sont déjà pas respectées, avec même des sanctions assez sévères, et elles ne sont pas respectées. Donc comment un code de bonne conduite le serait-il? C'est ma question. Donc là, on peut vraiment pas, je vois pas en fait l'intérêt d'une telle mesure. Par ailleurs, seulement les cétacés donc, sont évoqués dans ce paragraphe. Donc est-ce qu'il n'y a que les cétacés qui sont perturbés par l'observation touristique? Je suis loin d'en être sûre, je suis même certaine du contraire. Donc les autres animaux, qu'ils soient mammifères, poissons ou oiseaux, ils sont pas perturbés. Donc c'est une mesure en fait spéciste, puisqu'on protège les cétacés au détriment des espèces qui ont peut-être un capital sympathie un peu moins grand. Et pour finir, on ne parle pas là dans ce paragraphe des cétacés captifs. Donc, est-ce que par hasard, eux aussi ne seraient pas un petit peu perturbés d'être captifs? Donc, cette mesure, en fait, vise à protéger les cétacés qui sont libres d'une éventuelle perturbation. Mais par contre, on n'assume pas de parler d'abolition des delphinariums où ils sont prisonniers à vie. Donc là, il y a un gros souci, en tout cas pour nous. Les animaux de compagnie. Donc ensuite, mesure numéro 16, instaurer une véritable politique nationale de stérilisation et d'identification des animaux domestiques par des incitations fiscales et des campagnes d'information en portant une attention particulière sur les cas spécifiques des départements et régions d'outre-mer. Donc là, non, c'est pas une incitation fiscale qu'on prône, c'est clairement une obligation de stérilisation pour tous les animaux de compagnie. Là, on ne peut plus jouer avec les mots. Il y a des centaines de milliers de chiens et de chats qui finissent dans des bennes d'équarrissage. Donc, on ne peut plus faire des incitations financières, fiscales ou des campagnes de sensibilisation. Il y a à peu près 18 milliards de tracts qui ont été distribués. Vous l'aimez, stérilisez-le. Voilà, donc là, c'est clairement plus possible. La stérilisation des animaux de compagnie, c'est comme la corrida, c'est une évidence. Enfin, l'abolition de la corrida, c'est une évidence. Donc là, on ne peut pas se satisfaire de ça, clairement. Et alors, deuxième point, pourquoi une attention toute particulière sur les départements d'outre-mer? Alors certes, il y a évidemment beaucoup de misère animale aussi là-bas, mais est-ce que la situation, elle n'est pas assez catastrophique encore ici pour qu'on... Je vois pas pourquoi encore faire ce distinguo, parce que il faut que la stérilisation soit obligatoire partout, point final, il n'y a pas de distinguo particulier à faire, et surtout que ça soit mis en application très vite. Mesure numéro 17,
interdire la cession d'animaux par des particuliers sur des sites marchands d'annonces gratuites et les réseaux sociaux. Alors, ça, on est évidemment d'accord avec ça. En revanche, il faut vraiment prévoir une amende dissuasive parce que si l'amende est de, je sais pas, 35 euros, il faut bien comprendre que dans les faits, quelqu'un qui va vendre ses chiens 1500 euros, il se fout royalement de payer une amende à 35 euros, même 10 fois. Donc ça, il faut y penser. Donc voilà. Et deuxième point, qui va contrôler, qui va verbaliser les contrevenants. Et c'est un point sur lequel on revient et qu'on défend aussi, c'est que les associations, on puisse un jour leur confier le pouvoir de retrait, de contrôle, de verbalisation, plutôt que ce soit par exemple la DDPP qui, je le rappelle, est payée pour faire le travail qu'on fait bénévolement pour la plupart d'entre nous. Ils sont payés pour le faire, ils ne le font pas. Et ça fait aussi partie des choses qui sont absolument pas évoquées dans le manifeste parce qu'on a l'impression qu'on veut faire du politiquement correct et ne pas critiquer la DDPP, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Point numéro 18, faire de l'intérêt de l'animal une priorité dans les procédures de retrait et de saisie. Donc la définition de l'intérêt de l'animal, elle est subjective puisqu'elle est inexistante. Donc cela, en fait, ça ne va rien changer à ce qui se passe dans les faits, c'est-à-dire que sur le terrain, de la même manière qu'aujourd'hui la loi est appliquée de façon subjective selon le gendarme sur lequel on tombe, selon le juge sur lequel on tombe, voilà. Et ben de la même façon, l'intérêt de l'animal va être interprété de façon différente selon la sensibilité de la personne à qui on a affaire. Donc c'est bien dans l'esprit de faire de l'intérêt de l'animal une priorité, mais il y a vraiment beaucoup de définitions qui sont à apporter dans le cadre de cette modification. 19, donc interdire les euthanasies non justifiées médicalement. Alors ça, évidemment qu'on est d'accord, et c'est le fait d'interdire les euthanasies de convenance, ça fait évidemment partie de nos projets et de nos demandes. Par contre, si à côté de ça, on ne demande pas l'arrêt pur et simple des élevages de chiens, de chats, de nouveaux animaux de compagnie, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que qui va prendre en charge tous les animaux qui aujourd'hui sont euthanasiés? Puisque les élevages vont continuer à fonctionner, à alimenter l'odieux commerce des animaux. Donc on continue de mettre des animaux sur le marché, pour parler comme les éleveurs. Et pendant ce temps-là, on n'a pas plus d'adoptants, on n'a pas plus de gens bien pour prendre des animaux. Donc qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont abandonnés, qui sont dans les refuges et qui sont aujourd'hui euthanasiés? Donc interdire l'euthanasie de convenance, évidemment que c'est super, mais enfin c'est juste le minimum aussi en fait. Mais que fait-on des animaux qui ne seront pas euthanasiés? Qui les prend en charge? Puisque, alors peut-être les petites associations qui aujourd'hui n'ont pas été consultées pour ce manifeste. Donc du coup, si c'est nous qui devons prendre ces animaux en charge, ça serait bien qu'on soit consultés pour ce genre de mesures, puisqu'on pourrait justement apporter notre expérience. Point numéro 20, créer des services d'aide aux animaux appartenant à des personnes en situation de difficulté ponctuelle ou d'exclusion. Donc on est évidemment d'accord sur ce point aussi. Par contre, il faut... Alors peut-être que c'est fait dans la version plus précise, mais il faut en tout cas penser à ce qu'il y ait aussi des demandes de budget qui soient formulées à l'État pour que ça ne soit pas une charge de plus qui pèse sur les associations qui aujourd'hui sont déjà criblées de dettes, donc on ne peut pas en rajouter alors qu'on s'en sort déjà pas. Sur la faune sauvage ensuite, donc point numéro 1, 21, pardon, reconnaître à tout animal sauvage le statut d'être vivant doué de sensibilité. Donc ça, on est d'accord évidemment, donc aucun souci. Point 22, interdire les pratiques barbares, réprimer les pratiques sources de stress infligées aux animaux sauvages pour des buts autres que la protection ou la conservation. Alors là, c'est là que j'insiste sur le point où il faut assumer d'être abolitionniste, parce que là, il y a juste quelque chose qui ne va pas, c'est que si on réprime les pratiques barbares et les sources de stress infligées aux animaux, on est obligé de demander l'abolition de la chasse, du piégeage et de la pêche. Puisque la chasse, le piégeage et la pêche sont des sources de stress, évident, hein, je ne vois pas qui peut le nier, et sont des pratiques barbares. Donc, si on propose cette mesure,
on assume l'abolition de la chasse, de la pêche et du piégeage. On ne peut pas faire autrement. Point numéro 23, qui donc est contradictoire avec le précédent, réformer la chasse pour mieux protéger la faune sauvage et favoriser le retour naturel des grands prédateurs. Donc, je vais essayer de ne pas avoir les cheveux droits sur la tête. Comment est-ce qu'on peut écrire dans la même phrase protéger la faune sauvage et réformer la chasse dans la même phrase? C'est juste impossible. On ne peut pas protéger la faune sauvage alors qu'il y a des meurtriers, j'assume aussi mes propos, avec des fusils dans la nature qui sont là, justement, leur but, c'est de tuer tout ce qui bouge. Donc comment est-ce qu'on peut protéger la faune sauvage avec des fusils? C'est juste pas possible. Donc c'est complètement contradictoire. Voilà. Et il y a un autre, donc la fin de la phrase, retour naturel des grands prédateurs. Alors oui, évidemment qu'on serait pour la réintroduction, c'est ce qui se passe déjà avec le loup par exemple, qui est aujourd'hui une espèce protégée. Et je voudrais juste rappeler que le loup, aujourd'hui même, est en train de se faire massacrer en toute impunité par les éleveurs et les agriculteurs. Donc à quoi ça servirait d'aller réintroduire des espèces protégées, des grands prédateurs en l'occurrence, si c'est pour qu'ils se fassent descendre par les agriculteurs et les chasseurs et les éleveurs en toute impunité? Je vois vraiment pas bien l'intérêt là. Voilà, point numéro 24. Adopter des mesures contre l'insécurité liée à la chasse pour permettre la coexistence de toutes les activités de pleine nature. Alors là, clairement, je ne vois pas ce que cette mesure fait dans le manifeste parce que ce n'est pas une mesure qui est censée protéger les animaux. Elle protège effectivement les usagers de la nature éventuellement, mais absolument pas les animaux. Donc c'est sympa pour les promeneurs, les cueilleurs de champignons, mais pour les animaux, par contre, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, en tout cas, pour notre part, on ne souhaite absolument pas coexister avec les chasseurs, on souhaite juste que la chasse soit abolie. Voilà, tout simplement, et on l'assume. Et puis je rappelle aussi qu'il y a déjà des mesures et des lois qui sont existantes pour lutter contre l'insécurité, mais par définition, s'il y a des individus armés, sans formation, hein, je rappelle, et la plupart du temps bourrés, il faut bien l'avouer, dans la nature, l'insécurité, elle est partout. Donc, vu le nombre d'accidents, je pense qu'on ne peut pas le nier. Et donc sur le terrain, c'est interdit par exemple pour un chasseur d'avoir son fusil non cassé. Et j'ai encore vu pas plus tard qu'hier des chasseurs avec le fusil non cassé au bord de la route. Voilà, donc des mesures pour protéger de l'insécurité, c'est bien, mais ça ne va pas sauver les animaux sauvages. Et surtout, qui va encore une fois de plus contrôler, ça sera l'ONCFS qui est composé à 50% de chasseurs. Donc inutile de vous dire que c'est pas les chasseurs qui vont s'auto-verbaliser dans ce genre de cas. Donc mesure complètement illusoire, voilà. De notre point de vue en tout cas. Point 25. Mieux encadrer le commerce lié aux animaux sauvages protégés par les réglementations françaises et internationales. Alors non, personnellement et au nom de l'association, j'ai pas envie que le commerce des animaux sauvages soit mieux encadré, soit contrôlé, soit voilà, il doit être aboli. Point final. Les animaux sauvages et les animaux en général, mais en particulier les animaux sauvages, n'ont pas à être l'objet de commerce, donc il faut tout simplement abolir. Et le fait d'encadrer, c'est aussi continuer à être complice de ça. Donc si on l'encadre, ça veut dire qu'on est d'accord avec ça. Donc pour nous, c'est juste pas possible. On arrive au chapitre Animal et société, donc point numéro 26. Réintégrer la notion de respect des animaux dans les programmes scolaires et former le personnel éducatif à cet enseignement. Donc ça c'est très bien, c'est une des mesures qu'il faut prendre effectivement, puisqu'on sait que les enfants d'aujourd'hui sont peut-être les maltraitants de demain, voilà, donc il faut évidemment éduquer, on sait que l'éducation c'est primordial. Donc là on n'a aucune réserve sur ce point. Point numéro 27, rendre obligatoire des formations en éthologie et ou sur la protection animale pour tous les professionnels en contact avec les animaux ou en charge de leur protection, entre parenthèses éleveurs, forces de l'ordre, magistrats, etc. Donc là, on est entièrement d'accord avec cette mesure, à un petit détail près, c'est que donc, pour les forces de l'ordre, les magistrats, les pompiers, les gendarmes, voilà, là, aucun problème pour qu'il y ait une formation. En revanche, pour un éleveur par exemple, si je prends le cas d'un éleveur,
son but, c'est quand même de gagner de l'argent sur le dos des animaux. Donc, c'est juste incompatible avec la protection animale. Alors, ça ne sert à rien qu'on aille former un éleveur à quelque chose dont on sait pertinemment qu'il ne le fera pas ou qu'il ne le respectera pas si c'est obligatoire. Ça ne sert à rien. Voilà. Ensuite, renforcer, donc point numéro 28, renforcer la protection des objecteurs de conscience et lanceurs d'alerte et permettre aux associations de se constituer partie civile pour toutes les infractions concernant les animaux. Donc c'est bien aussi, aujourd'hui, toute association qui justifie d'une existence de plus de 5 ans peut se porter partie civile, donc ça existe déjà, on peut continuer dans ce sens-là, c'est très bien, j'en n'y vois évidemment aucun inconvénient. Par contre, plutôt que les associations se portent partie civile dans des procès, j'aimerais mieux qu'on évite qu'il y ait des atteintes à la loi, enfin, et des atteintes aux animaux. Ce serait mieux. Il y en aura toujours, effectivement, ça on en a bien conscience. Par contre, si on durcit les lois et les condamnations et qu'elles deviennent un petit peu plus dissuasives, qu'on durcit aussi les contrôles et les verbalisations, on va avoir moins besoin de se constituer partie civile aussi. Et je préfère ne pas me constituer partie civile et que l'animal soit sain et sauf. Voilà, c'est juste la réserve qu'on pourrait émettre. Alors, la mesure 29, donc instaurer un système de recueil de données chiffrées dans tous les domaines impliquant des animaux. Donc, ça, c'est une mesure évidemment sur laquelle on est complètement d'accord. Et on souhaiterait juste, nous, on aurait ajouté l'instauration d'un fichier national des contrevenants, des personnes condamnées, des maltraitants, afin que quelqu'un qui a maltraité, qui a été condamné à une interdiction définitive de détenir un animal, ne puisse pas aller à la SPA adopter, payer 150 € et repartir avec un chien. Donc ça paraît évident, mais aujourd'hui c'est tellement évident que c'est pas mis en place et qu'on n'a pas ce fichier. Voilà, donc il faut au moins le demander et avoir l'espoir de l'avoir. Mais en tout cas, il faut commencer par en parler et le demander. Et donc la dernière mesure, numéro 30, légitimer les politiques de protection animale en instituant un organe autonome dédié aux animaux et indépendant du ministère de l'Agriculture et donner une place significative aux associations compétentes dans les organes décisionnaires. Alors ça évidemment c'est bien, on est tout à fait d'accord avec ça. C'est juste pas assez développé dans la mesure où il y aurait plein de mesures à prendre, notamment par exemple que le bénévolat soit reconnu et encouragé, qu'on puisse reconnaître et chiffrer les économies faites par l'État grâce au travail que font les associations. Parce que je rappelle, au cas où il y ait des politiques qui voient cette vidéo, que les associations font bénévolement, pour la plupart d'entre nous, puisqu'on n'est pas beaucoup à être salariés, le travail que la DDPP est censée faire. Donc la DDPP, c'est la Direction départementale de la protection de la population, anciennement la DSV. Et donc ce service de l'État est payé pour faire le travail qu'on fait bénévolement. Et quand on fait appel à eux pour saisir un animal, pour faire une enquête, pour aller faire un contrôle, dans 99% des cas, ils n'interviennent pas. Et ça, je le maintiens, je signe et je persiste. Donc ça, c'est aussi un point à soulever. Il faut aussi parler de la DDPP. On ne peut pas faire du politiquement correct et continuer d'accepter qu'un service de l'État qui est payé pour faire un travail ne le fasse pas, qu'en plus on fasse ce travail, qu'on prenne les risques, parce que du coup on nous reproche régulièrement d'être dans l'illégalité, mais justement on n'aimerait bien pas l'être. Donc si on veut que les choses changent aussi de ce côté, il faut déjà que la DDPP ne soit même plus investie de cette mission de protection animale, parce que qu'ils s'occupent peut-être des contrôles dans les restaurants, de la nourriture, mais en tout cas qu'ils aient plus affaire aux animaux, parce que vraiment ils sont pas à même de faire appliquer la loi. La preuve avec le nombre de cas de maltraitance et d'horreur qu'on voit, que ça soit d'ailleurs dans les abattoirs, chez les particuliers, dans les élevages, partout, on ne constate que des infractions à la loi, on les signale à la DDPP qui ne fait rien. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième, donc pour faire un résumé sur les mesures de animal et société, donc toutes les mesures proposées dans ce paragraphe elles sont correctes et nous conviennent, mais elles sont un petit peu, à mon sens, toutes un petit peu abstraites, puisqu'il n'y a pas de mesure concrètement de terrain qui est proposé, comme par exemple on avait pensé à la création dans chaque ville de parcs
qui soient uniquement réservés aux animaux, enfin, ou à aux personnes qui les promènent par exemple, mais des parcs réservés aux animaux où on puisse promener son chien, ou par exemple les personnes qui nourrissent des chats libres puissent venir nourrir des chats libres sans qu'il y ait des imbéciles pour venir empoisonner la nourriture, ou voilà. Où on puisse aussi par exemple mettre des nichoirs pour les oiseaux, des mangeoires l'hiver, voilà, des mesures concrètes de terrain. Voilà, donc ça c'était surtout sur la forme, donc sur tout le manifeste en lui-même. Et je voudrais maintenant aborder le fond. Donc, sur le fond, donc déjà, je constate que le mot abolition, il est écrit une seule fois dans le manifeste. Donc, il va quand même falloir un jour que les protecteurs des animaux, les abolitionnistes, même les welfaristes finissent par admettre qu'il y a des sujets sur lesquels on ne peut pas parler d'autre chose que d'abolition, comme pour la corrida. Et donc, il faut aussi assumer ce mot-là. On n'est pas des terroristes parce qu'on parle d'abolition, on est simplement des gens qui défendent les animaux, qui souhaitent qu'enfin leur esclavage se termine. Et c'est pas avec des mots gentils qu'on va pouvoir y arriver. Donc le mot abolition, c'est pas une insulte, c'est pas un gros mot, c'est un mot ferme, clair et précis, et il faut arrêter d'avoir honte d'utiliser ce mot. Enfin, en tout cas, moi j'en suis plutôt fière. Hein. Le mot véganisme, quant à lui, il n'apparaît pas une seule fois dans le manifeste, alors qu'on sait quand même aujourd'hui, surtout pour les associations, une bonne partie des associations qui ont fait ce manifeste, j'espère en tout cas qu'ils ont bien conscience que c'est la seule solution honnête, parce qu'il faut quand même être honnête à un moment, c'est la seule solution honnête pour qu'on mette fin à l'esclavage des animaux, et notamment des animaux d'élevage. Donc, si on souhaite qu'ils continuent à être exploités, oui, d'accord, là, dans ce cas, on ne parle pas de véganisme. Mais l'esclavage gentil, ça n'existe pas. L'esclavage respectueux, ça n'existe pas. Les mises à mort indolores et agréables, ça n'existe pas non plus. Donc, il faut parler de véganisme. Si on n'en parle pas, ça ne sert à rien d'aller essayer d'agrandir les cages des animaux qui sont exploités. On ne prend pas le problème à la source. Voilà, tout simplement. Deuxième point qui a soulevé et qui a déjà été remarqué par pas mal d'associations, enfin de petites associations, c'est qu'il n'y a pas de petites associations qui ont été consultées, et Pierre, la majorité n'ont même pas été informés de l'existence de ce groupe de travail qui était pourtant quand même intéressant, et donc elles n'ont même pas été informées ou invitées à donner leur avis, même si ça aurait pu se faire par exemple par écrit, sous forme de questionnaire ou de... Voilà, ça aurait pu se faire de cette manière-là, mais on n'a même pas été consulté. Donc j'ai une question assez simple, à partir de combien d'adhérents, à partir de combien de budget, les petites associations sont-elles utiles? C'est une vraie question, parce qu'on est quand même... on est bénévole et on est pourtant sans salariés pour la majorité d'entre nous, sans SANS, hein, sans salariés, et on est joignable 7 jours sur 7, quasiment maintenant bientôt 24 heures sur 24. Et quand il s'agit de changer les choses en profondeur, on ne nous demande pas notre avis, on est finalement plus intéressant. Je constate qu'en revanche, quand il s'agit de prendre les animaux en charge, là on se souvient qu'on existe et on a notre numéro de téléphone. Donc ça, c'est vrai que ça peut être assez mal pris, dans la mesure où les petites associations, même si elles ne sont pas connues, même si elles n'ont pas un gros budget, elles sont aussi sur le terrain tous les jours, et elles font face justement aux problèmes qu'il faut résoudre. Donc si on ne leur demande pas concrètement leur avis, on ne peut pas arriver à trouver des solutions justes et précises aux problèmes qu'on dénonce justement. Donc ça aurait été c'est vraiment dommage, et c'est vraiment déplorable que les petites associations n'aient pas été au moins invitées à donner leur avis. Et donc on a vraiment du coup le sentiment d'être considéré un petit peu, je sais pas, comme peut-être les sous-fifres de la protection animale, et puis il y a une élite qui se charge de faire le travail plus noble, qui serait de changer les lois, et voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a ressenti. Et pourtant il y a des centaines de petites associations tous les jours qui se mobilisent sur le terrain, et je vois pas qui pourrait nier le travail des petites associations. Et donc pour nous, c'est vraiment un manque de respect criant,
Et puis bah, surtout c'est complètement stupide parce qu'il y a plein de mesures qui auraient pu être proposées par des petites associations de terrain sur des points particuliers qui posent problème sur le terrain. Ensuite, sur un autre point, c'est que dans ce manifeste, il y a des dizaines de mesures de terrain évidentes justement qui auraient dû être contenues dans ce manifeste. Comme par exemple, je vais citer quelques exemples pour donner une idée un petit peu de ce qui aurait pu être inclus. La création d'un numéro vert pour signaler tous les cas de maltraitance, donc disponible 24 heures sur 24. La création d'une brigade spécialisée dans la protection animale, donc afin que ce soit des vrais professionnels qui chargent des enquêtes, des saisies, des verbalisations, voilà, ou alors que ce soit les associations qui s'en chargent, mais dans ce cas-là, donc on demande que ce pouvoir soit délégué aux associations. Le problème de la DDPP, il est donc absolument pas soulevé dans ce manifeste, alors que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un service de l'État qui est payé pour faire un travail qu'il ne fait pas et dont les associations se sont donc investies bénévolement et sont donc obligées de faire ce travail bénévolement et ont les soucis ensuite qui ne devraient pas se poser puisque la DDPP devra faire son travail. Donc ça fait partie des choses qu'il faut changer, il me semble, quand même dans la protection des animaux. C'est quand même le service qui est censé assurer cette mission et qui ne le fait pas. Donc si on n'en parle pas dans ce manifeste, où est-ce qu'on va pouvoir en parler alors? Et donc c'est aussi de l'argent de l'État qui est gaspillé inutilement, hein, parce que la DDPP, elle est pas inutile, mais alors on n'en est vraiment pas loin. Autre point donc, qui aurait été bon de voir dans ce manifeste, c'est la notion de propriété de l'animal qui elle-même est source d'esclavage dans pas mal de cas et qui est à abolir. Et donc peut-être avec des mesures comme le fait que les animaux, chaque animal qui soit placé sous tutelle d'une association et plus de particulier à particulier. Voilà, bon ça c'est un point qui reste à réfléchir mais qui n'est même pas évoqué dans le manifeste. Autre point, donc c'est la capacité à détenir un animal qui n'est pas évoqué, donc alors qu'on pourrait prendre plusieurs petites mesures qui changeraient pas mal de choses sur le terrain. Donc par exemple comme le certificat de capacité à détenir un animal qui serait délivré par une association ou par un organe compétent. Une déclaration en mairie de la détention d'un animal, de son décès, voilà, pour qu'on puisse avoir une idée du nombre d'animaux, de qui a des animaux, combien, pour que ça soit plus facile aussi de faire des contrôles. Et puis donc ce fameux fichier des maltraitants, voilà, et puis même de toutes les personnes qui détiennent un animal, qui soit éleveur particulier, voilà. Autre point, donc la promotion de la seule solution vraiment viable pour arriver à la fin de l'esclavage animal, le véganisme. Donc on n'en parle pas, comme je l'ai dit dans ce manifeste, et pourtant il y a plein de mesures qui auraient pu être prises sans que ça soit forcément extrémiste ou voilà, des mesures simples comme un plan national de reconversion des éleveurs, on pense à eux aussi, un plan national donc, pour qu'ils se reconvertissent à la production végétale par exemple, la fin des subventions à l'élevage au profit de subventions pour le maraîchage, pour les productions de céréales bio et locales par exemple. Autre mesure qui serait à mon sens vraiment utile, l'interdiction des publicités pour la viande et le poisson et les produits laitiers et les œufs, etc. Parce que c'est vraiment un lobby qui fait la pub de produits qui sont cancérigènes et qui sont source de souffrance, qui sont polluantes, voilà, plus personne ne peut nier ça aujourd'hui. L'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport pour dire que une trop grosse consommation de viande était cancérigène. Donc pourquoi continue-t-on à faire de la publicité à la télévision pour des produits cancérigènes? Donc ça c'est aussi une mesure qui doit être demandée. Une révision aussi du discours nutritionniste qui prône la consommation de protéines animales alors qu'on sait qu'elles sont dangereuses pour la santé humaine. Donc une formation, un changement des programmes peut-être des nutritionnistes, des médecins. Voilà, là aussi il y a quelque chose à faire. Autre point, donc là c'est plus concernant la protection des animaux sauvages. Donc une fois de plus ils sont complètement laissés de côté dans ce manifeste, à mon sens en tout cas. Alors qu'il y a des dizaines de choses à proposer, au-delà même déjà du fait d'assumer
de parler d'abolition de chasse, de piégeage et de pêche, on peut aussi commencer par démontrer que puisque les animaux ne sont la propriété de personne en droit, ils appartiennent à personne et à tout le monde en fait. Donc le chevreuil que vous voyez gambader, il appartient pas plus au chasseur qui va se donner le droit de le buter qu'à un photographe qui va prendre plaisir à le regarder. Sauf que le photographe, quand il va photographier un lièvre dans la nature, il n'empêche pas le chasseur de le tuer ensuite. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le chasseur va tuer l'animal, il porte atteinte à la liberté des autres usagers de la nature de regarder la faune, de la photographier et d'en profiter tout simplement visuellement. Voilà, il porte atteinte à ce droit-là, fondamental quand même, et ça, on n'en parle pas non plus, alors que c'est fondamental et c'est aussi une façon d'abolir la chasse, c'est de tout simplement prouver que c'est une atteinte aux droits des usagers de la nature, même si j'aime pas ce terme. Ensuite, on peut aussi parler de création de vraies réserves nationales où la chasse est complètement interdite, puisqu'aujourd'hui c'est pas le cas. Et enfin, il y a autre chose qui est important, c'est de démontrer qu'aujourd'hui les animaux sauvages, ils ont juste plus d'espace vital, c'est-à-dire que où il n'y a pas d'activité humaine. Donc aujourd'hui, un chevreuil, il va forcément être dans un endroit où il va être confronté à des chasseurs, à des entreprises, à une route, à des maisons. Ils n'ont plus d'espace vital. Donc le seul espace vital peut-être qu'il leur reste, c'est, je sais pas, les bords d'autoroute, où là, il n'y a pas de maison, il n'y a pas de chasseurs, il n'y a pas de... Voilà, mais il y a la circulation, donc c'est à peu près les seuls endroits sauvages qui va leur rester, parce que même sinon, au fin fond de la montagne, dans le Cantal, eh ben, il y aura toujours un éleveur qui va se plaindre parce que le loup lui a tué une brebis, il y aura toujours une maison, des gens qui vont se plaindre parce que il y a des renards, parce que il y a trop de chevreuils, et parce qu'il y a trop de sangliers, et puis qu'ils ont retourné 10 cm² de leur potager. Voilà, donc ils n'ont plus d'espace vital. Donc il faut bien se rendre compte que s'ils n'ont plus d'espace vital, où est-ce qu'ils peuvent aller vivre? Ils vont forcément donc aller en ville. Donc ah bah oui, on se plaint parce qu'il y a des renards en ville. Mais peut-être que si on leur foutait la paix dans la forêt, eh ben, ils n'auraient peut-être pas besoin de venir en ville. Donc ça c'est aussi un point qui reste à démontrer et il faut donc en parler. Si on n'en parle pas, on ne peut pas aborder ce point et on ne peut donc pas le régler. Et le dernier point, c'est peut-être un des points les plus importants aussi, c'est qu'on ne parle absolument pas de l'agriculture et de l'environnement dans ce manifeste, et pourtant, je crois que c'est plus la peine de prouver que l'écologie, la protection de la nature est complètement indissociable de la protection des animaux. On ne va pas protéger des animaux dans une nature morte où il n'y a plus rien, où tout est bousillé, et voilà, je ne vois pas l'intérêt. Donc il faut aussi parler de ce sujet de l'agriculture intensive parce que elle est primordiale pour les animaux sauvages notamment et qu'aucune mesure n'est demandée pour la fin de l'utilisation des pesticides, des herbicides, des engrais qui sont pourtant meurtriers pour la faune sauvage. Donc ça c'est un point sur lequel il faut insister et qu'il faudra arriver à faire passer. Et comme mesure concrète, on pourrait par exemple proposer l'arrêt des subventions pour l'agriculture intensive et polluante au profit de toutes les petites structures maraîchères et céréalières en interdisant les monocultures qui sont elles aussi meurtrières. Voilà, on pourrait envisager ça et c'est pas évoqué, c'est vraiment dommage. Il y a deux points qui sont assez primordiaux. Ensuite qui ne sont pas évoqués. Donc les animaux sauvages qui sont considérés comme des nuisibles, c'est pas évoqué absolument pas dans le manifeste. Or aujourd'hui, est-ce qu'on peut accepter qu'il y ait encore des animaux qui aient un statut de nuisibles et qui soient massacrés dans les pires conditions, parce que là on arrive au summum de l'abject en matière de piégeage. C'est celui qui consiste à torturer, hein, on peut parler clairement, des animaux, tout ça parce qu'ils sont dans la mauvaise liste, la liste des nuisibles. Donc cette liste, elle doit être purement et simplement abolie, hein. Aucun animal ne doit être considéré comme nuisible, et ça on n'en parle pas dans le manifeste pour les animaux sauvages. Enfin dans la catégorie des animaux sauvages. Deuxième point qui semble important à souligner, c'est que les animaux, ils n'ont rien à faire en cage et les poissons, ils n'ont rien à faire dans des aquariums. Ça, c'est le b.a.-ba, je pense, parce que
quand on parle de besoins essentiels aux animaux, de besoins primaires, de respecter leurs besoins physiologiques, etc., le besoin primaire d'un oiseau, c'est de voler, et le besoin primaire d'un poisson, c'est de nager. Donc si on les prive de ça, euh, par définition, on ne peut pas respecter leurs besoins primaires. Donc ça, il faut aussi prendre les mesures, c'est-à-dire l'interdiction de détenir des oiseaux en cage, donc de détenir des oiseaux, à moins que, enfin évidemment à moins de parler des centres de soins qui accueillent temporairement des animaux, et là oui, ils sont en cage, enfin en volière pour être soignés, mais je parle pas de ça, je parle là des oiseaux en cage qui sont achetés, capturés à l'autre bout du monde, ou même reproduits, qui sont vendus chez Bricomarché, qui sont dans une cage pour servir d'animaux de compagnie, et là on les prive de leurs besoins primaires. Donc ça, c'est pas possible. Les poissons, même chose. Leur place, c'est pas dans un aquarium, dans un bocal, sur un bureau, c'est pas possible. Donc ça, là, il faut vraiment parler d'abolition. Et si on n'assume pas ça, là, je comprends plus. Alors, parce que c'est quand même assez clair et évident. Même pour des welfaristes, je pense qu'un oiseau en cage, on peut pas trouver ça ni drôle, ni normal, ni... Voilà, pareil pour un poisson en aquarium. Ensuite, on parle absolument pas des nacs dans ce manifeste. Pourtant, on constate sur le terrain qu'on est en train d'avoir le problème qu'on avait avec les chiens et les chats. On est en train de l'avoir avec les lapins, les cochons d'Inde, les furets, les rats, les serpents, voilà, qui commencent à être abandonnés. Il commence à y avoir des refuges de lapins, de furets. Alors, est-ce qu'on va attendre que le problème devienne le même pour les nacs qu'il est aujourd'hui pour les chiens et les chats, et on sait la catastrophe que ça représente? Est-ce qu'on attend ça, ou est-ce qu'avant que ce problème ne se pose et qu'il y ait des refuges saturés de lapins où il y aura des euthanasies, des refuges de furets où on va en euthanasie à l'appel tous les jours, est-ce qu'on attend ça pour prendre des mesures? Je crois que c'est un peu idiot d'attendre alors qu'on a déjà eu l'exemple, quand même, largement, je pense. Et de la même manière, on ne parle pas non plus des animaux type iguanes, serpents, etc. Donc les iguanes n'ont rien à foutre dans une baignoire, les serpents n'ont rien à foutre dans un vivarium, aussi grand soit-il. Voilà, donc ça il faut arrêter, donc il faut aussi en parler et demander à ce que ça soit interdit de détenir un serpent, de détenir une iguane, de détenir un singe magot. Enfin, c'est impossible, c'est intolérable. Voilà, tout simplement parce que c'est contre nature, donc on leur fout la paix. Et si on veut voir des iguanes, eh ben on va en Guadeloupe les voir sur l'île aux iguanes. Voilà, on va là où se trouvent les animaux. On ne prend pas des animaux sauvages, voilà, du type iguane pour le mettre dans sa baignoire simplement parce qu'on aime bien les iguanes et que on a envie de l'avoir là. Si on les aime bien, on les laisse là où ils sont. On les met pas dans une baignoire. Voilà, donc globalement sur ce manifeste, pour en finir, il n'y aura que la partie animaux de compagnie et animal et société qui serait entre guillemets satisfaisante, mais bien que très insuffisante, parce que pour nous il n'y a pas 5 mesures à prévoir par catégorie, il y en a des dizaines, voire des centaines, donc c'est très insuffisant, mais c'est les deux seules parties où on pourrait être à peu près d'accord. Une fois de plus, on occulte complètement les animaux d'élevage et les animaux sauvages, et c'est vraiment à déplorer parce que les animaux sauvages doivent avoir autant de droits que les animaux d'élevage et que les animaux de compagnie. On ne peut plus traiter les uns d'une manière et les autres d'une autre manière. C'est plus possible. Si on veut être logique, même en tant que militant, qu'abolitionniste, qu'en tant que welfariste, qu'en tant que simplement, même quelqu'un qui aime les animaux doit admettre ça. C'est plus possible d'avoir différentes manières de considérer les animaux. Et on n'en parle pas. Ensuite, vraiment sur la forme elle-même, je remarque juste que le manifeste fait 24 pages et que si on enlève les pages sans contenu concret, donc les photos, le sommaire, les remerciements, les présentations d'associations, enfin voilà, la page de garde, il reste 8 pages. Donc moi j'aimerais savoir comment c'est possible que en un an de travail quasiment, 26 ou 27 associations puisse proposer simplement 8 pages et 30 mesures, dont une grande partie en fait des mesures sont extrêmement floues. Comment est-ce que c'est possible d'arriver à ce résultat? Voilà pourquoi on est déçu, parce que ce manifeste, on attendait à ce qu'il contienne autre chose que 30 mesures welfaristes, là où il aurait fallu 500 mesures abolitionnistes. Voilà notre sentiment global.
Donc malgré tout, et puisque je pense personnellement que quand on critique quelque chose, on doit être à même d'apporter une autre idée, une solution, ou de faire le travail soi-même. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc on va travailler, nous, avec les petites associations locales, celles qui ont été mises à l'écart de ce projet, et celles qui veulent travailler dans ce sens-là, afin de proposer donc non plus un manifeste parce que on n'a pas trop envie que notre travail non plus soit confondu avec le manifeste présent, mais peut-être plutôt un contrat d'engagement présidentiel où on va chercher un terme qui soit bien adapté. Donc à destination des candidats qui s'engageront vraiment à mettre en application les mesures contenues dans ce document, et que parce que c'est trop facile de simplement soutenir ou de simplement signer sans s'engager concrètement. On sait ce que ça va donner, ils vont le signer et une fois qu'il sera président, il ou elle ne fera absolument rien, comme ça a été le cas pour pas mal de choses, d'ailleurs pas spécialement pour les animaux. Donc il est temps, il est grand temps que les choses changent et on n'a pas le droit de se dire qu'on compte sur des mesures vraiment qui vont finalement pas changer grand chose. On n'a pas le temps d'attendre ça. Et pourquoi on n'a pas le temps? Parce qu'il faut toujours penser dans ce genre de choses qu'il faut se placer à la place de la victime. C'est-à-dire que si c'est vous qui êtes emprisonné et que vous êtes innocent, que vous fassiez le choix de dire oh c'est pas grave, mon avocat prend son temps pour me libérer, c'est vous qui êtes emprisonné, donc vous pouvez faire ce choix. Là, c'est eux qui sont emprisonnés, torturés, massacrés. Voilà. Donc on ne peut pas se payer le luxe de se dire on avance un petit peu, on va pas être trop extrémiste, on va aller doucement. On ne peut pas se payer le luxe parce que nous on est libre. Donc on n'a pas le droit de se payer ce luxe-là. Voilà pourquoi on n'a pas le temps de faire des petits pas et d'avancer. Voilà. En tout cas, il faut au moins essayer. J'ai absolument pas dit qu'on arrivera avec des mesures abolitionnistes à obtenir, mais en tout cas, il faut tout donner pour arriver à nos objectifs, c'est-à-dire l'abolition de l'esclavage animal. Voilà, donc quand on privilégie le politiquement correct, le consensuel, on reste complice de cette barbarie ambiante et de cet holocauste, et je pèse mes mots que j'assume entièrement, qui se déroule sous nos yeux, pendant que nous, on joue les petits pacifistes, pas trop radicaux et pas trop extrémistes et pas trop... non, enfin moi en tout cas je suis pas d'accord et le point de vue de l'association c'est pas du tout ça non plus. Et je voudrais rappeler la citation d'Einstein qui dit que le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui laissent faire. Alors ne laissons plus faire, ne laissons plus les ordures massacrer des animaux, les chasseurs massacrer des animaux, les éleveurs les torturer, les frapper, les séquestrer, voilà, ne les laissons plus faire. Puisque si on les laisse faire, on est complice. Et en tout cas, moi, j'ai pas envie d'être responsable de cet holocauste. J'ai pas envie d'être responsable, d'être complice de cette barbarie ambiante qui nous entoure. J'ai pas envie d'être complice de ça. Et l'association que je représente n'est absolument pas non plus dans cette optique de complicité. Donc en tout cas, on assume cette position. Donc j'en profite pour inviter les associations, les grandes ou les petites, à nous rejoindre donc sur le groupe qu'on a créé pour la création de ce dossier qu'on compte proposer, justement avec des mesures beaucoup plus abolitionnistes. Je les invite à nous rejoindre sur le groupe État d'urgence pour les animaux sur Facebook, qui est destiné en fait à essayer de rassembler toutes les idées concrètes pour faire évoluer les choses, mais sachant que c'est un groupe de personnes abolitionnistes pour le moment, enfin en tout cas on n'est pas nombreux, hein, mais c'est un groupe de personnes abolitionnistes qui sont clairement dans cette démarche, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des mesures du type on agrandit les cages ou on met un couteau mieux affûté à l'abattoir. Il ne faut pas s'attendre à ce genre de mesures parce que ça ne sera vraiment pas ça du tout. Les cages, elles ne doivent pas être plus grandes, elles doivent être vides. C'est ça qu'il faut... C'est sur cet espoir en fait que j'ai envie de terminer. Ce bel espoir qui verra le jour, c'est sûr. Mais en tout cas, il ne verra pas le jour si on est constamment dans le consensus, dans le welfarisme. Et moi, je pense qu'il verra le jour, mais dans la prise de position engagée,
assumée, claire et concrète. Et c'est notre position que je souhaitais défendre par cette vidéo. Donc le but de cette vidéo, c'est absolument pas de salir le travail des autres, ou voilà, je tiens à bien rappeler ça parce que j'ai pas envie qu'on interprète cette vidéo. C'est absolument pas ça, c'est simplement on comptait sur ce manifeste et on devait le soutenir s'il correspondait à nos attentes. Comme il n'y correspond pas, on ne peut absolument pas le soutenir. Donc il faut qu'on produise autre chose. Donc le but de cette vidéo, c'est simplement de réagir point par point. Voilà, et dans les 26 associations, il y a des associations que je soutiens personnellement et avec lesquelles on travaille au niveau associatif. Donc j'ai absolument rien contre... Il y en a d'autres avec lesquels je serais nettement moins d'accord, mais en tout cas il y a des associations parmi ces 27 associations que je soutiens de tout cœur, et donc le but c'est absolument pas de salir quoi que ce soit, ou de... Voilà, c'est simplement de donner notre avis, et aussi de laisser un petit espoir à tous ceux qui vont penser comme nous et qui vont être déçus par ce manifeste, de leur dire vous avez quand même la possibilité de vous engager, avec nous. Donc là je parle pas de l'association, je parle des militants qui allons créer ce document. Ça vous laisse cette optique là de vous dire ce manifeste ne me convient pas, il est trop welfariste à mon goût, donc je vais aller vers des propositions plus abolitionnistes. Voilà, c'est simplement pour que les abolitionnistes aussi se sentent pas mis de côté et ne savent pas du coup vers qui se tourner. Voilà, donc j'espère que ça aura rassuré certains d'entre vous, j'espère que j'ai été claire, que c'était pas trop catastrophique, et que certains d'entre vous vont nous rejoindre, ou même rejoindre d'autres associations abolitionnistes, mais vraiment pour que les choses bougent enfin, parce que on peut vraiment plus, enfin c'est vraiment devenu insupportable, évidemment pour les animaux, parce que c'est insupportable aussi de savoir que au moment où on parle là, il y en a qui sont en train de se faire égorger, et que sous prétexte de ne pas être trop extrémiste, on va utiliser des mots édulcorés, on va arrondir les angles. Non, on ne peut pas arrondir les angles devant un holocauste pendant que les animaux sont pendus par la patte, à moitié encore vivants, en train de se faire égorger et dépecer. On peut pas s'inquiéter de notre image, s'inquiéter de la façon dont ça va être perçu, des mots qu'on choisit, et de pas dire un mot plutôt que l'autre. Ça c'est pas possible. Donc il faut vraiment assumer, et j'invite vraiment que ce soit les particuliers, les associations, à dorénavant utiliser les bons mots. Donc on est face à l'Holocauste, on n'est pas face à l'élevage, on n'est pas face aux abattoirs, on est face au camp de la mort. Voilà, à utiliser les bons mots, parce que c'est ça, et dans la tête des gens, ça aussi il faut le changer. Et c'est un point important. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, si vous êtes arrivé jusque là. Et puis j'envoie plein de courage à tous les militants, qu'ils soient welfaristes ou abolitionnistes d'ailleurs. Enfin on y arrivera, les animaux soient libres. Voilà, et je vais rester sur cet espoir. Merci.